L'info du jour se penche donc aujourd'hui sur cette petite musique qui est en train de rythmer de nouveau les discussions aux États-Unis. Donald Trump est-il fou allié ou fait-il semblant de l'être? La question autour de sa santé mentale, celle du président américain, est au cœur des débats depuis son entrée aux politiques. Elles ont refait surface ces dernières semaines à force de comportements erratiques et de propos outranciers. Le monde s'interroge, y compris certains proches, même certains anciens alliés. Des conseillers se demandent aujourd'hui s'il n'est pas de plus en plus instable. On va s'intéresser à ces doutes qui s'expriment et aux risques qu'ils font peser aujourd'hui sur le monde et sur la manière de diriger. Avec, ce sont chaque jour des lignes rouges qui sont franchies. On l'a vu encore en début de semaine avec le pape Léon XIV. Bonjour Cécile Coquet-Mococo. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de civilisation américaine à l'université Versailles-Saint-Quentin. Le débat sur la santé mentale du président américain, il n'est évidemment pas nouveau. On a assisté à toute une série de questions depuis son entrée en politique. C'est un vieux dossier, comme on dit aux États-Unis. Oui, tout à fait, c'est un vieux dossier. Dès son inauguration pour le premier mandat en 2017, il y avait eu une association de psychiatres qui avait estimé qu'il présentait des symptômes rendant son état de santé mentale incompatible avec l'exercice d'un pouvoir tel que celui du président des États-Unis d'Amérique. Mais là, on voit que la guerre en Iran commence à délier un peu les langues. Et il y a une sorte d'effet cumulatif qui se produit et qui est observable avec les problèmes de pouvoir d'achat que décuple cette crise en Iran. Est-ce que c'est pas aussi le fait d'un peu de fatigue? On a eu tendance dans un premier temps peut-être à s'habituer au style, à la méthode. Est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, franchi quelques limites, quelques lignes? C'est certain que la fameuse fenêtre d'Overton, celle qui détermine jusqu'à quel point un politicien ou éventuellement une politicienne peut aller avant de commettre un suicide politique, cette fenêtre a vraiment été très très déplacée par Donald Trump, aussi bien sur le fond que sur la forme. Mais là, il semble provoquer quand même, y compris des influenceurs d'extrême droite qui ont fait une partie de la mobilisation qui a été déterminante pour le scrutin de 2024. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, parce que ce sont ces influenceurs qui, y compris dans les milieux religieux, ont rendu acceptables certaines de ces sorties les plus difficiles à comprendre et à admettre pour des chrétiens fervents. Alors, on va parler évidemment de ces chrétiens, notamment fervents, qui sont quand même assez sous le choc des propos qu'il a tenus ces derniers jours à l'égard du pape américain, Léon XIV. On va d'abord rappeler, peut-être, si vous avez perdu la mémoire et si vous vous demandez pourquoi on s'interroge aujourd'hui sur la santé mentale du président américain, quelques faits. Nous sommes à environ 6 mois donc des élections de mi-mandat aussi aux États-Unis, les fameuses midterms. Donald Trump est-il en train de perdre en popularité? C'est assez certain au vu des chiffres. On vous les remontrera. Les sondages montrent une baisse de l'approbation de sa politique par une majorité d'Américains, beaucoup lui reprochant l'augmentation du prix de l'essence. Sa récente polémique avec le pape, je vous le disais, pourrait aussi affecter une partie de sa base chrétienne. Explication tout de suite avec Jean Barrère. Donald Trump s'est vu comme le sauveur, postant cette image avant de la retirer de son compte Truth Social en début de semaine. Une symbolique qui a déplu à une partie des catholiques américains, un électorat plutôt conservateur habituellement derrière lui. Mais le président américain n'a pas fait machine arrière, exhortant même le pape Léon, qualifié de faible sur le crime, de ne pas se mêler de politique. De quoi déplaire à cette catholique. Ma première réaction a été, c'est le président Trump. Et malheureusement, il dit beaucoup de choses qui n'apportent pas la paix, mais qui inquiètent. Le pape Léon a-t-il le droit de suggérer la fin de la guerre? Absolument. C'est son rôle d'œuvrer pour la paix. Les polémiques, mais surtout le conflit iranien. À un peu plus de 6 mois des élections de mi-mandat aux États-Unis, la cote de popularité de Donald Trump est au plus bas dans les différents sondages. 55% des Américains désapprouvant la manière dont le président gère sa fonction. Autre sujet qui affecte la cote de Donald Trump, la montée des prix de l'essence. 65% des Américains, selon ce sondage, lui imputent la responsabilité de la hausse. Cet agriculteur de Caroline du Nord en fait les frais. L'essence pour les engins agricoles, mais aussi l'augmentation des prix des engrais pèse sur la trésorerie de son exploitation. Mais ce pro-Trump ne change pas son fusil d'épaule pour le moment. Je vais être honnête avec vous, j'ai voté pour Trump 3 fois maintenant. Je pense qu'il est humain, comme le reste d'entre nous. Je pense qu'il prend des bonnes décisions et je pense qu'il fait des erreurs. C'est évidemment la personne qui fait des erreurs qui reçoit le plus de critiques. Mais quoi qu'il en soit, si cela nous apporte une paix durable et permet peut-être de rouvrir le détroit d'Ormuz et de relancer les choses, c'est tout ce que je peux espérer.
that's all I can hope for. L'évolution des prix à la pompe et la résolution du conflit avec l'Iran pourraient avoir un impact considérable sur les futures élections, même si pour le moment Donald Trump conserve un soutien solide de sa base électorale. Vous disiez à l'instant, c'est la guerre en Iran qui a peut-être replacé le questionnement autour de sa santé mentale et en tout cas attaqué sa cote de popularité. Pourquoi exactement? Parce que les Américains ne veulent plus de guerre, ne veulent plus de conflit? Alors non seulement il avait promis que, contrairement à Kamala Harris, il n'apporterait pas la guerre, puisqu'il disait que si on élisait cette femme qui avait, paraît-il, un QI très bas et qui était folle, ça allait être la Troisième Guerre mondiale. Il promettait que lui apporterait non seulement une hausse du pouvoir d'achat, mais aussi la fin des guerres interminables. Et là, on voit très bien que, contrairement à ce que disait cet agriculteur, il n'a pas apporté de solution pour à la fermeture du détroit d'Ormuz. Au contraire, ça circulait avant que ce conflit ne débute. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une guerre qui est extrêmement onéreuse quand même. Bien sûr, elle coûte cher à l'Iran, mais elle coûte aussi cher aux contribuables américains à un moment où 12 millions d'Américains quand même perdent leur assurance santé. Est-ce qu'elle coûte pas plus cher aux Américains finalement aujourd'hui? On a beaucoup dit que l'État iranien, le régime iranien allait s'effondrer. On a la preuve aujourd'hui que ce n'est pas le cas, même si Trump parle sans cesse de nouveaux régimes. Ce sont juste des remplaçants qui ont repris les postes de ceux qui avaient été éliminés. Est-ce que c'est pas plutôt Donald Trump qui a le plus à perdre aujourd'hui? Effectivement, on a une politique qui n'est pas lisible et on a des arguments qui ne sont pas très clairs quant à la sécurité nationale. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, à chaque fois que des présidents américains déclarent des guerres ou se disent forcés d'entrer en guerre, on met en avant l'argument de la sécurité nationale des Américains. Et là, on ne voit vraiment pas où est cette sécurité nationale. C'est une guerre qui justement lui est reprochée parce que c'est une guerre qu'on appelle de choix, qu'il a décidé envers et contre tous, y compris contre l'avis de ses conseillers les plus proches, de mener. Et dont il veut sortir aujourd'hui de cette situation. On sent bien cet empressement à vouloir trouver rapidement une sortie, sauf que les Iraniens, eux, ont saisi aussi l'opportunité parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient une force de frappe, qu'ils résistaient et puis qu'ils pouvaient créer de la nuisance également, notamment avec ce détroit d'Ormuz. Ils ont pris conscience de leur capacité, les Iraniens. Exactement. Enfin, je pense qu'ils l'attendaient un petit peu au tournant aussi. Mais là, le fait de ne même pas avoir un leader précis avec lequel négocier et de mettre en avant des négociateurs dont ce n'est pas le métier. J.D. Vance est resté à peine 24 heures à Islamabad. Et puis, les envoyés spéciaux que sont Steve Witkoff et Jared Kushner ne sont pas des diplomates. Donc, il y a quand même... très clairement cette impression d'amateurisme qui se fait sentir, y compris dans les rangs des soutiens de Trump. Le doute s'est installé. Tout ça, aujourd'hui, c'est le résultat de l'incompétence de cette administration américaine qu'on avait beaucoup redoutée avant son élection, vraiment? Oui, je pense que vraiment on peut dire ça. On a un contraste assez saisissant entre le premier mandat Trump où il y avait des adultes dans la pièce, selon la fameuse expression, je crois de John Bolton, alors que là, il était clair et net qu'il s'entourerait de gens qui ne cesseraient de lui dire « Oui, monsieur le président, vous êtes le plus intelligent, vous êtes un génie, etc. » Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. L'incompétence de Kristi Noem, qui était à la tête du département de la sécurité intérieure, a été vraiment patente, celle de Pam Bondi aussi, mais ce sont loin d'être les seules. Ce sont les deux femmes qui étaient les plus prominentes, donc elles ont sauté. Mais on pourrait aussi en dire autant du ministre de la Défense ou de la tête du FBI. Je disais tout à l'heure, on a pris l'habitude de sa méthode, de la forme aussi et du style. Alors pas forcément une bonne chose, mais c'est vrai que l'humain est fait comme ça aussi. Et les cerveaux, on s'habitue avec le temps. On a déjà eu un premier mandat, on avait dit que le second serait encore plus virulent. Bon, là-dessus, à ce niveau-là, on n'est effectivement pas déçu. Il y a des propos quand même plus que d'autres qui choquent. Notamment le jour, c'était il n'y a pas si longtemps, quand il a déclaré d'ici quelques heures, ce soir, toute une civilisation, en parlant de la civilisation iranienne, disparaîtra. Est-ce qu'il a franchi une ligne là? C'est-à-dire que, de son point de vue à lui, il n'a pas franchi une ligne, puisque de toute façon, il le dit lui-même, c'est son propre compas moral, sa propre boussole morale qui est sa seule limite. Et il est enivré de cette espèce de pouvoir. On serait dans une tragédie grecque, on parlerait d'hubris, c'est-à-dire d'un orgueil qui n'arrive plus à se maîtriser et qui va causer une fin tragique. Mais là,
je pense qu'il est fidèle à lui-même. Et il se peut aussi que le fait qu'il n'a plus tous ces meetings de campagne pour lui donner l'espèce d'énergie, des soutiens et l'adulation dont il a besoin, il se peut que ça ait un effet sur son fonctionnement et que ça l'amène, en l'absence de répondants de la part des foules, à aller de plus en plus loin. Alors, puisqu'on est sur la thématique de la diplomatie américaine, en l'occurrence de la diplomatie de Donald Trump, on n'arrive toujours pas à lire. Là, il est censé parler avec les Iraniens et répète chaque jour que la guerre est presque finie. Comment ça va se solder, tout ça, selon vous? Il va sceller un accord gagnant-gagnant, vous y croyez? Est-ce que les Américains vont pas repartir encore plus embêtés qu'avant cette guerre? Ça risque fort. Alors après, il va toujours essayer d'habiller ça comme un gain extraordinaire, et même si c'est un retour au statu quo ante. Mais entre-temps, on sait quand même que les Russes ont donné des renseignements cruciaux aux Iraniens, que des armes chinoises et des satellites chinois ont pu être utilisés pour détruire des avions américains, y compris sur des bases saoudies. Donc, c'est quand même pas évident qu'il puisse faire croire à tout le monde qu'il est sorti vainqueur et glorieux de cette guerre. En témoignent ces chiffres, évidemment, ce ne sont que des sondages, mais quand même, ils parlent, ils donnent le pouls de ce que ressent aussi la population américaine. On va les regarder de nouveau. 6 Américains sur 10 qui disent désapprouver la politique menée par le président des États-Unis. Et c'est un chiffre qui, quand même, est en train de s'installer assez stable ces dernières semaines. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer aussi ces sondages. On voit qu'il y a quand même 40% qui, globalement, continuent à approuver la politique du président Trump. Quand il s'agit de politique économique, ils ne sont plus que 30%. Et ce qui a été vrai pour Joe Biden le sera aussi pour Donald Trump. S'il n'y a pas une baisse de l'augmentation des cours du pétrole, parce qu'on ne va même pas parler de baisse des cours de pétrole. Là, on est en train d'envisager $5 le gallon. Et ça, c'est quand même... C'est historique, il faut le dire. Voilà. Aux téléspectateurs qui nous regardent, ce sont des chiffres qui n'ont jamais été atteints. Exactement. Et puis, dans des pays comme la France ou l'Algérie, c'est le prix du pain qui peut vraiment déclencher le soulèvement des foules. Aux États-Unis, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait du pain sans vouloir être insultante à l'égard de mes amis aux États-Unis. Mais en revanche, le prix de l'essence, c'est fondamental. Parce qu'on dit que les Américains votent avec leur voiture. En l'occurrence, ils vont voter dans quelques mois, dans 6 mois. Les midterms, les élections de mi-mandat. Il y a beaucoup d'experts qui disent Donald Trump se contrefiche de cette élection. Il n'a absolument rien à gagner dans tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que, évidemment, il ne s'occupe que de lui-même et il ne s'intéresse pas à la réélection de tel ou tel sénateur. Ce n'est pas son problème. En revanche, la majorité au Congrès détermine si oui ou non il y a un risque de mise en accusation et de destitution, non seulement de Trump, mais aussi potentiellement de son vice-président et de l'ensemble des membres de son gouvernement. Il risque vraiment quelque chose, Donald Trump. On l'a vu déjà par le passé menacé. Certains y ont peut-être même cru. Ils ont sûrement été très, très déçus. Est-ce qu'il risque? Est-ce qu'il encourt quelque chose? Tout vraiment va dépendre des midterms. C'est pour ça que quand on parle de fractures dans la base MAGA, il faut voir de qui on parle. Est-ce qu'on parle des influenceurs qui mobilisent un électorat notamment jeune qui, historiquement, se mobilise beaucoup plus pour des présidentielles que pour des élections de mi-mandat? Est-ce que les mi-mandats vont être présentés avec conviction par les démocrates comme un référendum pour ou contre Trump? Pour l'instant, on ne voit pas vraiment ça se dégager. C'est surtout des élections locales et... vraiment au niveau des États fédérés, donc l'État du Texas ou l'État de Floride, par exemple, qui donne un peu la tendance. J'aimerais qu'on regarde ce tweet, peut-être, ce dernier tweet de Marjorie Taylor Greene. 25e amendement avec plein de points d'exclamation. Elle appelle au recours à cet amendement, donc appelons à la destitution du président américain. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, ce message qui a été posté sur les réseaux sociaux et que le monde entier a vu? This is evil and madness. C'est le diable et la folie, en parlant du président américain. Oui. Pour elle, maintenant, c'est devenu le mal incarné. Elle est passée de l'amour à la haine, mais en même temps, elle n'est plus élue. Quelle est
quelle est vraiment sa base à elle. On voit que malgré tout, le Sénat continue à ne pas vouloir voter une restriction des pouvoirs du commandant en chef, qui est encore Donald Trump. Donc, dans la logique de Trump et de ses supporters les plus fanatiques, ou des personnes qui ont encore un intérêt à le voir exercer le pouvoir, Marjorie Taylor Greene, c'est juste quelqu'un qui a trahi ou qui crache dans la soupe. Mais elle n'est pas la seule aujourd'hui Non. à appeler à un tel recours. Oui, elle n'est pas la seule, mais c'est pas une voix dominante. Au sein des MAGA, qui s'est mise à l'écart et a pris du recul vis-à-vis de Trump et qui pourrait peser justement pour la suite? Des gens en capacité de peser sur la suite? Non, vraiment pas. On voit que le chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants est toujours aussi gauche quand il s'agit de défendre Trump. Il ne sait jamais rien, il n'est jamais au courant de rien. Enfin, c'est une absence totale de leadership. Or, ce serait lui qui prendrait la suite si jamais, ni Trump ne pouvait continuer à exercer et ni J.D. Vance lui succéder. Donc, il y a une totale absence de leadership. Et du côté du leadership républicain au Sénat, ma foi, c'est encore très, très tiède. Donc, les gens qui sont les plus virulents, ce sont des gens qui sont sur les médias sociaux. C'est Tucker Carlson qui a des ambitions présidentielles. C'est Marjorie Taylor Greene qui pourrait en avoir, mais là, à mon avis, très franchement, elle rêve. Et des gens comme Nick Fuentes et d'autres influenceurs d'extrême droite. On sent effectivement, quand on regarde de près les réseaux sociaux, et ça nous donne quand même le pouls de cette Amérique aujourd'hui, que les gens ont quand même beaucoup moins de scrupules à critiquer Donald Trump. Pourtant, on a beaucoup décrit par le passé le camp MAGA comme une secte autour d'un leader messianique, surtout depuis sa tentative d'assassinat. Il y a quand même quelque chose qui est en train d'être modifié, là, qui est en train de changer, non ? Effectivement, et je pense qu'il s'est pris à son propre piège de jeu avec l'IA. Il se prend pour un super-héros depuis déjà très longtemps. Ça, il n'y a rien de nouveau, mais il est en train d'aggraver un petit peu cette tendance-là. Et le jeu sur les codes est quand même extrêmement dangereux. C'est pas seulement une image de lui en Christ. Ce cliché de lui en Jésus, Voilà. ça a beaucoup déplu. Alors, ça aurait pu faire sourire. C'est intéressant, oui, enfin, sauf si on connaît les Américains et le fait qu'on ne joue pas avec le drapeau, qu'on ne joue pas avec la figure du Christ, qui est beaucoup plus importante que celle du pape. Il y a beaucoup de symboles américains. Il y a effectivement beaucoup de symboles américains. J'aimerais la relier à une autre image qui était qu'on avait vue quelques semaines auparavant, où au moment justement de la Semaine Sainte, Trump était montré en train de consoler Jésus. Il avait un bras autour des épaules d'un Jésus qui avait l'air d'être complètement abattu. Donc, on est effectivement dans cette espèce d'hubris où il se voit comme une figure divine, pas juste comme un envoyé ou un élu de Dieu. Et c'est là que tout le discours des évangéliques sur les rois bibliques qui pouvaient commettre des erreurs, mais qui quand même accomplissaient l'œuvre de Dieu, est subverti par Trump lui-même. Parce que là, il se présente effectivement comme quelqu'un qui a d'une certaine manière les stigmates du Christ, donc les mains clouées, qui après Pâques, après la résurrection, laisse partir la grâce qui va guérir. Mais en l'occurrence, le geste de l'imposition des mains est vraiment quelque chose qu'il pose comme un dieu. Et là, pour le coup, même si on est très endoctriné, on a quand même une difficulté à admettre qu'il y ait deux dieux. Ça, c'est une limite, une ligne rouge à pas franchir avec les croyants américains. Oui, je pense vraiment. Là, ça Ils lui ont beaucoup très donné difficile. pendant la dernière élection. Oui, ça devient très difficile de dire que c'est juste une blague et que c'est pas méchant et que personne n'a rien compris ou qu'il voulait dire qu'il était un docteur. J'ajoute quand même les critiques extrêmement virulentes à l'égard du souverain pontife, le pape qui plus est américain, qui a refusé d'entrer dans le débat avec Donald Trump, qui s'est tenu quand même bien au-dessus des critiques. Ça aussi, c'est une erreur, c'est une faute grave qu'il commet. Alors c'est intéressant ça, de plusieurs points de vue, parce que effectivement, ça se serait pas passé de la même façon si le pape n'était pas américain. Et là, il y a une espèce de querelle d'ego. On se souvient que quand ce pape a été élu, Donald Trump avait déjà fait une incartade en se présentant, lui, façon très Borgia d'ailleurs. Le Borgia, c'était un de ces papes qui a laissé un héritage extrêmement sulfureux, qui était connu pour avoir des maîtresses, des enfants, etc. Et déjà, ça avait fait tiquer qu'il se présente comme
potentiellement le futur pape. Ce qui l'intéresse Trump, c'est que le pape a beaucoup de followers, puisque Trump continue à raisonner comme quelqu'un qui appartient aux médias. Donc il se dit, zut, ce pape a plus d'adeptes que moi, et en fait, c'est un Américain comme les autres, donc je peux le rappeler à son rôle. Et le fait que J.D. Vance, qui est l'un des catholiques qui entourent le président, soutiennent ce discours, à mon avis, est une erreur aussi stratégique pour lui. Un pape qui se prend pour Jésus, pour Dieu, pour le maître du monde, et pour Napoléon aussi peut-être, parce que c'est la dernière le président américain, pardon. Je l'ai confondu avec le pape. Il a dévoilé hier son nouveau projet, ou plutôt la porte-parole de la Maison-Blanche l'a dévoilé. Projet monumental porté par le président des États-Unis, surnommé Arc de Trump. Il a désormais son appellation, donc, qui a été dévoilée hier, Arc de Triomphe des États-Unis. C'est un nom sans ambiguïté pour un projet qui entend rivaliser avec l'Arc de Triomphe parisien. Alors, il a trouvé le prétexte du 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis pour faire passer peut-être le coup du projet. Ça va passer auprès des Américains, ce genre de projet? Très franchement, s'ils sont en train de souffrir... Quand on voit que le pouvoir d'achat n'augmente pas. Voilà, s'ils sont en train de souffrir, si le prix de leur assurance santé a triplé, et qu'ils ont du mal à payer leurs factures, non, très sincèrement... Ce qui est le cas aujourd'hui. Bien sûr, c'est le cas. J'ai des amis dont le coût de l'assurance santé a absolument triplé. C'est passé de 300 à 900 $. Il n'y a plus moyen de payer. Donald Trump qui avait répondu très spontanément à CBS quand on l'avait interrogé pourquoi un tel projet, en quel honneur, en mon honneur, à moi, lui, son ego, toujours au centre du jeu finalement. Effectivement, et ce qu'il y a aussi d'assez curieux dans tous les délires dont il abreuve régulièrement tous ceux qui ont pour mission de l'écouter, comme vous et moi, c'est qu'il se demande de manière récurrente s'il va aller au ciel. Donc comme il n'est pas sûr d'aller au ciel, il entend vraiment marquer l'histoire et marquer la ville de Washington, y compris physiquement, avec les travaux à la Maison-Blanche et avec cet Arc de Triomphe. Est-ce qu'il aura d'éventuels ennuis avec la justice avant d'aller au ciel, Donald Trump? L'affaire Epstein, dont on parle plus du tout, et dans laquelle pourtant il est régulièrement cité. Il y a aussi ces affaires de délit d'initié, sur lesquelles certains médias enquêtent en ce moment même. Tout ceci, ce serait du matériau pour une mise en accusation et une destitution. Mais pour l'instant, tout le monde est bien rangé et attend les élections de mi-mandat. Avec des démocrates quand même assez silencieux. Toujours silencieux d'ailleurs. Toujours silencieux, avec un leadership qui n'a pas encore été trouvé. Là aussi, ils sont tous en train de miser sur la dimension locale. Il y a Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, qui n'a jamais caché ses ambitions présidentielles et qui s'en prend à J.D. Vance. Donc, ils essaient d'écrire le nouveau chapitre, mais pour l'instant... La contestation se résume à cela. Oui. On est toujours en train de se chercher un leader côté démocrate. Oui, oui. Merci beaucoup Cécile Coquet-Mococo d'avoir été l'invitée de l'info du jour en cette période assez troublée et ces questionnements autour de la santé mentale du président américain, lui qui croit en la fin de la guerre imminente, toujours